Bonjour ou bonsoir à vous tous, c'est Le Monde en 7 ce samedi 11 novembre 2023. Merci d'être avec nous. On va parler de 5 sujets. Nous irons d'abord du côté du Burkina Faso où des personnes sont réquisitionnées pour la lutte anti-djihadiste. On parlera ensuite du Sénégal. Le pays est confronté à une forte immigration clandestine. Le président Macky Sall prend des mesures fortes contre le phénomène. Du côté de la Guinée, le colonel Claude Pivy est toujours en cavale. Le gouvernement de la transition promet 35 millions de francs CFA pour quiconque aidera à le retrouver. Du côté de Madagascar, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a demandé la suspension de l'élection actuellement en cours. Et le dernier sujet, nous parlerons du Togo. On va évoquer l'épilogue du procès Madjoulba. Madjoulba, c'est le nom de cet officier de l'armée qui avait été assassiné en 2020. 5 personnes ont été condamnées à l'issue de ce procès. 3 invités sur le plateau pour faire le débat avec moi. D'abord, je reçois Germain Sossou. Germain Sossou est homme politique. Il est du parti Force socialiste de l'avenir. Germain Sossou, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous mes co-débatteurs, bonjour à toute la population togolaise, à tous ceux qui nous suivent au-delà du Togo, en Afrique, un peu partout. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir accepté l'invitation. À vos côtés, le président de l'association Foi en la Force du Togo, Dominique Lacmon, également avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Samuel. Ce n'est pas le président, c'est le secrétaire général du mouvement Foi à la Force du Togo. Ouais. Je salue également mes grands frères ici présents pour le débat. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve. Un coucou à 2 personnes qui suivent fidèlement nos émissions. Surtout quand je suis là, ils sont très intéressés par l'émission. C'est Diaoukatin depuis Gléi et Agnamtou Justin depuis Kanté dans la Kera. Alors, bonjour donc à tous ceux qui nous suivent depuis Gléi et Kanté. Ouais. Et le troisième invité sur ce plateau, c'est Akleso Esso, qui est coach et consultant en communication. Bonjour Akleso Esso. Bonjour, comment on appelle Samuel, et bonjour à mes co-débatteurs, surtout Lacmon, que je n'ai plus vu, ça fait longtemps. Je fais un coucou spécial à mes jumeaux qui fêtent leur 1 an ce mois et je leur souhaite une bonne fête. Merci, joyeux anniversaire à eux. On part donc du côté du Burkina Faso avec cette douzaine de dissidents qui ont été réquisitionnés dans la lutte anti-djihadiste selon l'ONG Human Rights Watch. Des journalistes, des militants de la société civile ou des membres de l'opposition pourraient participer à des opérations de sécurité. Au moins une douzaine de dissidents ont été réquisitionnés pour participer à la lutte anti-djihadiste. C'est ce qu'a déploré donc l'organisation mercredi 8 novembre dans un communiqué. Après des dénonciations similaires par des membres de la société civile entre le 4 et le 5 novembre, les forces de sécurité burkinabè ont notifié par écrit ou par téléphone à au moins une douzaine de journalistes, d'activistes de la société civile et des membres de partis d'opposition qu'ils seraient réquisitionnés pour participer aux opérations de sécurité du gouvernement dans tout le pays. On comprend, Germain Sossou, ce qui motive cette décision de la part des autorités militaires de la transition, c'est que lorsque vous commencez aujourd'hui par critiquer ce qui se fait, par critiquer les opérations sur le terrain, eh bien, il vaut mieux aller apporter cette expertise dans la lutte directement au front. Oui, bon, vous savez, la situation au Burkina, d'abord, en ce qui me concerne, vous savez, il me plaît toujours de faire ce rappel que, par principe, le groupe que je représente ici sur le plateau, prendre le pouvoir par les armes est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais je l'ai déjà dit à maintes reprises quand j'ai la chance de venir chez vous ici, que ce qui se passe au Burkina, au Mali, et dans une moindre mesure au Niger, ce sont des cas exceptionnels parce que cela entre véritablement dans une période où beaucoup d'Africains, y compris ma modeste personne, souhaitons que les Africains puissent arriver à l'autodétermination, que les Africains puissent trouver la possibilité un jour de pouvoir véritablement être considérés comme des hommes. Mais au-delà, c'est que toutes les personnes aujourd'hui des 3 pays que j'ai cités, les présidents qui dirigent aujourd'hui ces pays, tout le monde sait que ces présidents sont venus dans des conditions qui ne sont pas véritablement celles décrites. Mais à cause des problèmes qui les ont amenés au pouvoir, bon, parfois il faut accompagner. Nous avons salué. Et vous savez, le djihadisme aujourd'hui,
ce n'est pas seulement qu'au Burkina, ce n'est pas au Mali, ce n'est pas bien avant ces pays. Il y a eu ces actes-là, comment l'appelle-t-on là, dans d'autres pays comme l'Algérie et tout ça là. Mais aujourd'hui, au Togo, le djihadisme aussi est à nos portes. Bon, alors, chacun va selon ses plans pour lutter contre le phénomène. Mais la question de savoir, est-ce que véritablement, au-delà des pays, est-ce que ce ne serait pas bien que les gens se mettent ensemble pour vraiment trouver une solution à ce problème? Alors, les dispositions prises par le président burkinabé au départ, personnellement, j'ai salué en disant, oui, nous avons un problème, nous avons lancé le recrutement volontaire des compatriotes. Et cet acte-là, moi j'ai vu, en tout cas jusqu'à preuve de j'ai vu que beaucoup de Burkinabés se sont engagés de façon volontaire. Ils étaient enthousiastes à défendre leur pays. Et je pense que cette démarche-là, pour moi, personnellement, est salutaire. Parce que lorsque vous faites le pas, vous demandez aux gens d'accepter d'être volontaires pour combattre, ils viennent en masse. Mais au-delà, vous dites, bon, c'est vrai, il y a une situation, vous prenez les dispositions, maintenant vous obligez les gens. Je commence personnellement par être inquiet. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, je salue ce qui se fait au Burkina. Mais j'ai peur parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait continuer dans le dialogue, permettre à ce que les gens véritablement comprennent, quand bien même c'est difficile, parce que je comprends les enjeux en tant que chef d'État, pour amener les Burkinabés aux objectifs que lui-même se fiche. Ce n'est pas évident. Mais je souhaite qu'il continue dans tel qu'il a commencé, c'est-à-dire que quand il y a les choses, il explique aux Burkinabés et les gens volontairement s'engagent. Aujourd'hui, l'attitude dans laquelle il se trouve porte à confusion. Les gens pensent qu'aujourd'hui, c'est pratiquement de la force. Et les forces qui, dans une moindre mesure, essaient de dire, bon, si on ne fait pas comme ça, si on faisait comme ça, est-ce que ça ne serait pas bon? On a tendance à penser que ce sont des dispositions pour les musulmans. C'est pour cela que je ne voudrais pas que ces failles. Parce que n'oubliez pas que l'histoire de l'Afrique, elle est tellement longue et elle explique comment, à chaque fois que les Africains prennent sur eux la responsabilité, bien avant les acteurs responsables, prennent sur eux la responsabilité d'amener les Africains à l'autorité de l'homme. Comment cela se fait qu'on arrive aux échecs? Donc, il faudra toujours se... Et c'est souvent les frères qu'on utilise. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte qu'il y a les failles en interne, on les utilise. Donc, si davantage il y a de contestation au Burkina, il ne pourra pas arriver à ses objectifs. Donc, j'aurais aimé, quand bien même il a des dispositions, de continuer le dialogue, d'amener les gens à comprendre, que de les faire appliquer, d'amener les gens, vous m'excusez, par la bride, à vouloir aller. Voilà, c'est ça le problème. Oui, d'accord. Aklesoso, qu'est-ce que vous pensez de cette réquisition-là? Est-ce que vous trouvez que c'est une violation des droits de l'homme, ou bien il faut aussi que ceux qui critiquent aillent au front pour comprendre comment les opérations se déroulent? En réalité, je pense que c'est une pure violation des droits de l'homme. Nous, on a dénoncé ça au début. J'aimerais surtout faire un petit commentaire là-dessus. En réalité, et que ce soit une lutte républicaine ou défendre de la patrie, ouais, que les gens même doivent le faire de façon volontaire et consultative. Mais au début, nous avons dit que si je ne suis pas formé, je ne suis pas militaire et qu'on me donne des armes. Après, ce pourquoi on m'a donné des armes, les armes là serviront à quoi? Si je veux, moi, si j'attaque des gens ou parce que je manque de l'argent. Le cas, les gens crient chaque jour que la Libye, prolifération, mais c'est ce que les gens n'ont pas compris. Quand on a donné des armes aux Libyens et après la mort de Kadhafi, ces armes circulent et tout le monde utilise comme il veut. C'est ça le problème. Nous, on avait dit un civil, un militaire est un militaire. Sans formation, on ne peut pas envoyer les gens d'aller faire la guerre ou défendre quoi que ce soit. Parce que même si la constitution burkinabé dit il y a service militaire, mais passez pas ce service militaire. Mais si vous manquez d'effectifs, on pouvait prendre les réservistes qui sont là pour le moment. Mais ce qu'on donne des armes aux civils, c'est grave. Eux, les gens ne le comprennent pas. Maintenant, nous, on avait compris, on a dénoncé, c'est pas parce que le président capitaine, en réalité, il ne veut aucune contestation. Et on est dans cette
illusion où quand une lutte est effritée, et ça permet de ne pas évoluer. Donc tous ceux qui parlent sont des ennemis. Or, quand les gens parlent, ça te permet d'avoir une position pour te renforcer encore. Parce qu'on est en train de te donner les failles de ce que tu es en train de faire. Tu changes et tu te renforces. C'est comme ça, ça se fait. Mais vous allez voir, au début, on a pris les journalistes, on a entendu, les gens disent que ça commence pas. Même Balai Citoyen, le mouvement qui a renversé Blaise. Et eux-mêmes, on est en train d'envoyer leurs éléments sur le front. Ça voudrait dire que quiconque veut s'opposer au régime veut dire que ce n'est pas bien. Tout le monde doit aller. Et moi, ça ne m'étonne pas. Quand Traoré est ami de Poutine, c'est que c'est normal qu'il adopte la méthode de Poutine. C'est ce qu'on fait en Russie. Alors, tu ne peux pas contester, tu ne peux pas dire quoi que ce soit contre ce que le président fait. Et ça ne nous arrange parce qu'on est en train de chercher une sorte d'identité africaine. Toutes les luttes, même Thomas Sankara. Blaise Compaoré est ennemi à côté de Thomas Sankara. Ils sont contestés jusqu'à ce qu'il... Mais il n'a pas fait ce genre de choses. Et ça n'augure rien de bon parce que plus vos ennemis sont nombreux, plus ce que tu es en train de faire n'a pas de sens. Et Dieu nous donne raison parce qu'il a eu une première tentative de coup d'État. Parce qu'il y a des gens qui sont contre cela. Tu dois comprendre ça pour faire comment dire, pour s'entourer des gens qui comprennent sa lutte et comprendre les autres qui ne le comprennent pas parce que moi seul, si on me multiplie 1000 fois, je vais faire les mêmes erreurs 1000 fois. Mais quand on m'ajoute même le plus taré, et tu vois, je ne vais plus faire les mêmes erreurs 1000 fois parce que le taré va ajouter quelque chose qui va me permettre de faire quelque chose mieux que moi seul, j'aurais fait 1000 fois. Donc, je pense que ici, notre capitaine président, je ne sais pas quelle peur l'anime et que ce n'est pas un problème. Le djihadisme n'est pas un problème que de Burkina, du Mali ou du Niger. Mais le Togo en fait partie. Et pour répondre à la question de Sessou, il y a une initiative d'Accra qui réunissait le Togo, le Burkina, le Mali et consort pour sécuriser nos frontières par rapport au djihadisme. Ce n'est pas que ça ne m'a pas. Le Togo même a initié beaucoup de projets en collaboration avec les Nations Unies pour encore ces gens de sécurité. Moi, je pense que le capitaine a peur, s'il faut le dire ainsi, parce que les contestations fragilisent tout mouvement, quelle que soit sa nature. Mais il faut qu'il revienne à de mes sentiments. Parce que quand moi je suis juriste, tu m'envoies sur le terrain, mon travail c'est d'être juriste et que dire toi tu es militaire, il fait le rôle de militaire, je joue mon rôle. C'est comme ça que la République peut être défendue. Alors, Akles Sol disait les contestations fragilisent tout mouvement. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui fait aujourd'hui que le capitaine se dit on n'a pas besoin dans le moment actuel, la lutte qu'on est en train de mener, ce n'est pas la période des contestations. Il faut que toutes les énergies convergent pour défendre la patrie. Non, et avant de répondre à votre question, il faut que je soulève une équivoque, ou bien comment on l'a dit. Parce que parfois, quand nous parlons du Burkina, les gens, après les émissions, nous appellent, il y a des menaces un peu partout. Il y a même d'autres qui disent le président fort soutient le capitaine Traoré et tout ça. Mais ils ne comprennent pas la logique de nos débats et de nos analyses ici, qui est de dénoncer parce que la prise de pouvoir par la force a des conséquences qui rejaillissent sur quand même toute la population. Mais il faut qu'il fasse la différence. Fort Gnassingbé accompagne les pays qui sont en difficulté pour pouvoir ramener la paix, mais ce n'est pas parce qu'il est favorable au coup d'État. Mais les gens qui font des analyses erronées, qui nous laissent nous aussi faire nous pour nous. Bon, pour revenir maintenant à la question, mais je pense que pour répondre directement, c'est une erreur stratégique de la part du capitaine Traoré. Vous savez, réquisitionner les gens par force pour les amener au front. Mais il est militaire, mais il crée davantage et il rend encore les gens plus radicalisés. Les gens vous critiquent parce que pour la gestion peut-être du pays ou bien de la crise qui secoue actuellement le pays, mais vous les prenez, vous les enroulez. Est-ce que, en les enroulant par force, cela veut dire vous les amenez à être radicalisés, non seulement, et puis vous les amenez à utiliser, à manier l'arme. Sur le jour qu'ils ne sont pas là-bas, monsieur Samuel, vous pensez que vous m'amenez au front, que je ne connais même pas utiliser l'arme. D'abord, c'est une manière que je ne vais pas accepter. Et maintenant, vous m'apprenez à manier l'arme parce que, voilà, je vous ai critiqué, voilà, il faut aller au front, il faut aller ceci. Mais si Dieu faisant qu'un jour je sors des rangs, ayant connu vos stratégies, vos trucs,
Même si je ne vais pas aller au front pour vous attaquer, je peux saboter immédiatement vos plans. Mais M. Capitaine Traoré sait que, mais il est militaire, il doit savoir que quand il n'y a pas la volonté pour défendre son patrie, on ne peut pas forcer quelqu'un. Soit la personne devient une arme contre vous. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on a réquisitionné les gens, parce qu'après avoir critiqué la gestion du pouvoir de Traoré, il faut amener les gens au front, c'est une erreur stratégique qui peut même fatalement coûter lui. Et comme l'a dit coach, ici on avait dit que lui-même, Traoré, en tant que capitaine, ayant pris ce pouvoir par la force et devant ces énormes élites, ces officiers supérieurs des forces armées burkinabées, lui-même est un facteur de vulnérabilité pour ce qu'il est en train de combattre comme le terrorisme. Parce que, mais les gens, comme on le dit, les officiers supérieurs sont là-bas, c'est parce que c'est lui maintenant qui est en tête, mais il le suit, mais pas de cœur. C'est pas parce qu'on est à côté de lui qu'on pense qu'on le suit de cœur. Et la preuve, son coup d'État est récemment déchoué, c'était un ami, un bras droit qui était la garde, qui dirigeait la gendarmerie, mais à qui il avait tous les pouvoirs. Et tout le temps, il était derrière lui. Ça veut dire que les gens sont derrière lui, pas parce qu'on épouse son idée, c'est parce que lui, actuellement, il est arrivé et il a placé ses hommes qui font l'ordre, mais il frustre les gens au sein de l'armée. Et là, s'il veut quitter cette frustration pour que ça réjaillisse au niveau de la population, je pense qu'il rend plus, il amène tout le monde, il radicalise plus des gens qui vont aller contre lui et les gens seront très vulnérables au recrutement djihadiste. Parce que quand on dit non, n'est pas critiqué, ça veut dire qu'il faut être à l'intérieur du Burkina pour parler du Traoré. En même temps, Germain Sossou, vous savez que lorsque le Burkina Faso avait décidé d'initier la lutte civile à travers les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qu'est-ce qu'on n'a pas écouté comme critique? Non, on envoie les civils au front et tout. Mais quand je mets juste une comparaison avec l'Ukraine, quand ça se passe en Ukraine, c'est très bien. Ils défendent leur patrie, les civils peuvent prendre les armes, ils vont au front parce qu'ils aiment le pays. Mais quand ça se passe au Burkina, c'est ces mêmes associations qui sont au front pour dire non, on est en train de violer les droits de l'homme, on est en train d'envoyer les civils à l'abattoir. Non, il faut que ça soit clair. C'est-à-dire que, d'abord, je voudrais dire, avec tout le respect à mon jeune frère, pour dire que nous faisons un exercice de démocratie. Lorsque nous sommes, nous, sur le plateau, nous parlons, les autres, ils nous écoutent, ou après, ils voient. De la même manière que nous critiquons les gens ici, il faut accepter que les gens vous critiquent, quelle que soit la critique qui est faite sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est ça l'essence de la démocratie. Il faut que nous acceptons, il faut que nous ayons le courage d'accepter ce que les gens nous disent. Autrement dit, nous allons paraître des potentats en étant sur on accepte. C'est la menace dont il parle. Non, oui, non, c'est même pas ça. C'est comme ça, la vie, elle est faite comme ça. Parce que quand vous faites... Et les critiques dont nous parlons aujourd'hui, c'est pour cela qu'il faut... Les critiques sont des critiques, moi j'estime, qui sont constructives. Parce qu'on dit... Et je ne sais pas si vous l'avez bien suivi. Il m'a en fait moi devancé parce que lorsque vous prenez le risque, vous qui avez pris le pouvoir, c'est vous qui savez, vous êtes convaincu qu'il faut que les Africains, le Burkina, se débarrassent de tout ce qui... Vous êtes convaincu. Vous devez convaincre les autres. Vous savez, quand vous pensez que Traoré n'essaye pas de convaincre? Non, j'ai dit, il a bien commencé. J'ai dit, quand il dit, quand ça part de critique, parce que c'est pas une seule fois. Les gens critiquent et finalement disent, mais puisque j'explique que vous ne venez aller au front, vous allez... En fait, quand il les amène au front, pour lui, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que par pratique... Toucher du doigt la réalité. Comme ça, après, vous pouvez savoir comment vous critiquez. C'est aussi ça, learning by doing. Oui, mais malheureusement, on parle d'un État, on parle d'une société. Une société n'est pas composée que de militaires, non. Donc, à partir du moment où les gens font des critiques positives en disant, comme moi, je suis pas burkinabé, je dis, je souhaite que le président burkinabé réussisse ce qu'il veut faire. Mais dans sa démarche, s'il ne sait pas faire, c'est là où il y aura les failles. Lorsque vous demandez aux gens, on peut créer de façon subtile des contestations au Burkina. On sait que plus les gens vont parler, plus vous allez les amener au front. Vous suivez? Et donc, si les gens ils vont créer des contestations, 10, 20, 30 personnes, vous allez les amener au front. Dès qu'ils ont les armes, ils vont atteindre leur objectif. Voilà. Vous comprenez? Vous les amenez au front en disant qu'ils vont toucher du drone. Mais ils ont
Ils ont fait cette stratégie pour être en possession des armes. C'est pourquoi je parle de facteur de vulnérabilité. Il faut faire extrêmement attention. Vous pensez qu'au niveau du Burkina, on n'a pas analysé toutes ces hypothèses que vous évoquez? Oui, mais je dis, en tout cas, moi, je souhaite qu'il réussisse. C'est pour cela que mes critiques, c'est pour lui dire de faire extrêmement attention. Que si vraiment il est convaincu de son pays, de continuer les premières étapes, quand il a pris le pouvoir, il a procédé à la négociation. Il a demandé le volontariat. Même si c'est les vieux, il n'a qu'à demander les volontaires. Il en trouvera. Et là, à partir de cet instant-là, il est suivi. Et même, quand nous le disons, enfin moi particulièrement, ce n'est pas par aversion. Je souhaite plutôt qu'il réussisse. C'est pour cela que j'ai fait cette pratique. Mais vous avez posé la question par rapport à l'Ukraine. Vous dites que si c'est en Ukraine, les associations sont d'accord, et si tout ça. D'abord, c'est deux choses. Nous parlons du continent africain. En tout cas, par sincérité, comme je vous l'ai dit, moi, aujourd'hui, je suis partant pour arranger chez moi d'abord. Je souhaite que chez moi, je souhaite que chez moi soit bien par rapport aux autres. Mais ce que je sais, c'est que les situations ne sont pas comparables. Vous voyez? Alors, je ne sais pas, vous allez me rappeler, je ne sais pas si en Ukraine, il s'agit des djihadistes contre le président, contre l'Ukraine, ou il s'agit d'un État contre un autre État. C'est la guerre. Voilà, il s'agit de la guerre. Voilà, il s'agit non, oui, c'est ce que je dis. Vous savez, si le Burkina était en guerre aujourd'hui contre, par exemple, le Togo, il s'agit des États. La guerre inter-État. Oui, inter-État. Vous savez, on peut faire une guerre de la faim aussi. Quand on parle de guerre, le mot guerre peut être disséqué. Hein. Il y a la guerre de la faim. On peut dire on est en guerre contre la faim. Ça aussi, on peut utiliser le terme guerre. Ici, il s'agit des djihadistes contre les... C'est vrai, on l'a qualifié de... Mais il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle comme on connaît. C'est-à-dire, en Russie, en Ukraine, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. C'est très différent. Voilà, donc il s'agit ici entre les fils d'un même pays. C'est-à-dire que vous voulez amener les gens au fond, ils contestent. Faites tout pour vous faire comprendre, parce que vous avez besoin de leur soutien. Pour qu'ils puissent comprendre. Moi, je me pose une question à Clé-Soessor, c'est-à-dire que les gens disent que aller au front, non, je ne veux pas aller, c'est une chose. Mais que parfois, on a des gens, pendant que les militaires sont au front, pendant que les VDP sont au front, en train souvent d'essuyer une opposition frontale, en train de défendre la patrie, pour laquelle vous estimez avoir le droit de critiquer les opérations qui sont en train d'être menées par ces gens qui donnent leur vie pour le pays. Mais allez-y, et tout ce que vous avez d'expertise, je ne sais même pas dans quoi on les déploie, parce que tous ceux qui sont au front ne sont pas forcément en train de tirer. Ils sont peut-être dans d'autres unités. Allez faire l'expérience. Est-ce que ce n'est pas la meilleure chose à faire aujourd'hui? Le problème ici, Samuel, parce que vous savez dire qu'il faut laisser ceux qui critiquent critiquer. C'est aussi leur travail. On risque même de démobiliser les militaires et les VDP qui sont au front. En réalité, tout chef de guerre ou toute personne qui défend une cause dans un pays ou contre un autre pays rencontre toujours des critiques. Je pense que, étant militaire, Ibrahim Traoré doit lire tous les ouvrages, ou les guerres qui ont été pour voir est-ce que ça n'a jamais eu lieu, ça a eu lieu, et comment les autres ont pu gagner. Il y a les ouvrages de Machiavel qui sont là. Moi, je me rappelle même que Abraham Lincoln a dit un jour que faut-il fusiller le pauvre bougre qui déserte à la guerre et ne pas enfermer le journaliste propagandiste qui l'incite à déserter. Mais il n'a pas eu gain de cause parce que, en réalité, quand il veut faire ça, il va avoir déjà contre lui-même. Encore que ce sont des journalistes. Ce que nous disons, John Locke a dit qu'il faut pour que la mesure des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Chacun doit jouer son rôle dans la défense de la patrie. Quand tu es militaire, ne pensons pas que ceux qui critiquent... Faire des vidéos, critiquer les opérations... Quand on critique... est-ce que ça on est dans un... Il faut comprendre aussi peut-être la situation... Dans une situation normale, il n'y a pas de problème. Les gens jouent à la démocratie, ils sont des smartphones, c'est leur problème. Mais quand vous avez des militaires au front, pourquoi parfois même on arrête des journalistes
pour avoir tenu des propos qui démoralisent. La guerre n'a pas commencé au Burkina. La guerre a eu lieu partout dans le monde. Il y a des dans d'autres pays, on a la même situation. Tu sais que chaque mois, on fait procès aux Américains qui sont allés défendre l'Irak et qu'on on les enferme. C'est-à-dire que malgré que c'est l'État, on les enferme parce que les journalistes ont rapporté qu'il a été inhumain durant... Oui, ça c'est donc arrêtez, c'est ce qu'on a dans la guerre, on ne fait pas n'importe quoi. Vous voyez, ce qu'on demande à Ibrahim Traoré, et c'est très simple. Quand vous envoyez les gens sur le front et qu'il est parti, il est mort, ou ils sont morts, vous voyez que la famille à qui appartient le gars que vous avez envoyé, la famille là, vous aurez bien contre lui toute leur vie parce que c'est toi qui as envoyé leurs enfants là-bas. Et ce sont des gens amateurs qui ne sont pas militaires. C'est pas une fierté de mourir pour ça? Non, justement, c'est ça que je suis en train de dire. Et quand on fait le concours de l'armée, les gens savent que je peux mourir, mais ils sont allés. Quand moi je choisis dans la communication, je sais qu'on peut m'amener aussi en prison un jour, parce que j'aurais dit quelque chose ici. Donc chacun accepte les conséquences de ses actions. Mais le militaire est formé pour ça. Et on a fait une petite bifurcation par rapport à l'Ukraine. En Ukraine, plutôt, ce sont les gens qui se désarment, qui enlèvent leur habit civil et qui prennent les armes pour aller. Et ici, c'est que nous sommes en train de dire, on critique aussi, et comment on appelle le président ukrainien là. Zelensky. On critique, il y a des gens qui font des vidéos, mais il n'a fait pas ça. Ce qu'on dit ici, le mouvement peut être fragilisé s'il continue parce que même moi je veux même prendre ce que je me suis et lui et là comment on dit. Imagine que ceux qui font ça, il y a un groupe de gens qui font ça, ils veulent acquérir des armes pour aussi commettre des exactions. Quand on les amène au front, ils ont des armes. Mais le mouvement va encore s'enlisser dedans. Et pire encore, depuis que Ibrahim est venu, et la mort des civils était en deçà de 1000. Mais 2022, c'est à 1300 et quelques, 1400 et quelques en allant. Déjà, le 2023 n'est pas encore fini. On a 1318. Donc, quand les gens voient que les gens mouraient, les civils mouraient quand tu n'étais pas, quand tu n'étais pas là, et que tu vois les gens meurent plus, c'est normal que les gens s'indignent. Tout ce que les alarmes des journalistes sont là, c'est juste que ça peut se faire autrement. D'accord, je vais encore donner un autre exemple. Est-ce que vous savez que lorsque le Hamas a commis son attaque le 7 octobre dernier, immédiatement, tous ceux qu'ils soient journalistes, médecins et autres, ont été immédiatement appelés. Oui. C'est vrai, on me dira qu'il y a beaucoup de réservistes, mais il y a beaucoup de civils également qu'on a immédiatement mobilisés pour le front, dont beaucoup sont allés mourir. Est-ce qu'il n'est pas plus courageux de mourir au front que d'être héros derrière un smartphone? Et ils ont formation militaire dans leur... Oui, je ne refuse pas. Maintenant, peut-être que nos États vont là-bas. Hein. Oui, je pense qu'à cette question, M. Samuel, il y a ces deux choses différentes. C'est-à-dire que lorsqu'on vous appelle pour aller défendre votre patrie, il y a la motivation qui vous anime pour aller défendre votre patrie. Vous êtes engagé et vous y allez. Mais quand on lance un appel patriotique et les gens se mobilisent pour aller défendre leur patrie, c'est autre chose. C'est différent de ce qui se passe au Burkina quand les gens portent leurs critiques à la gestion du pouvoir, à la gestion de la crise sécuritaire à Ibrahim Traoré, qui les enroule de force, qui n'ont qu'à aller constater les faits. Mais j'aurais aimé que lui-même, il cède son fauteuil présidentiel à quelqu'un qui lui apporte critique pour la gestion du pouvoir, pour qu'il ne quitte pas. Ok, voilà, vous me dites que je gère mal, venez diriger. Pourquoi il a mis les gens qui voulaient lui faire un coup d'État, il les a pris tous pour aller enfermer, au lieu de leur céder son pouvoir, son fauteuil présidentiel. Mais c'est deux choses différentes. J'ai dit que lui, il est en train de faire une erreur stratégique parce que, comme l'a dit les autres, en amenant les gens par force au front, même si ils ne vont pas les animer, on peut dire quelque chose, une punition pour aller voir, mais déjà, c'est des gens que vous êtes en train de radicaliser. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas, vous les avez enroulés des fois, ils ne sont pas de gré, ils sont énervés et ils sont dans les rangs. Mais attendez, quand tu fais du mal à quelqu'un, il faut t'attendre à un retour. Il se prépare pour venir, il doit te faire un retour. Maintenant, vous les amenez au front et pendant au même moment, les djihadistes cherchent à recruter. Les gens là vont sortir de vos rangs un jour, mais ils seront des armes contre vous. Même si vous les désarmez après, mais ils connaissent là où vous positionnez. Mais ici, déjà, ils se retrouvent de l'autre côté
du côté de l'ennemi, mais vous êtes foutus. Parce qu'à jamais, ils ont fait quelques jours avec vous, ils connaissent vos plans, ils connaissent comment vous vous préparez sur le terrain, ils vont livrer vos secrets. Et j'ai dit que c'est une erreur stratégique et surtout militaire que Traoré et ses hommes sont en train de faire. D'accord. Oui, mais on va passer, on va tourner. Juste pour vous donner un aspect juridico-politique que souvent on ne fait pas. Mais je vais vous permettre de vous dire, vous savez, toutes les exceptions, au-delà de tout ce que nous disons, il s'agit en fait d'une question de légitimité qui est le sous-bassement. Tout ce que vous avez donné, quand vous prenez... vous pensez que si c'était Roch Kaboré qui l'avait fait, on n'aurait pas critiqué? Parce que dans tous les pays où il y a les crises politiques prononcées, la mobilisation est difficile. C'est-à-dire que quand vous venez au pouvoir, déjà dans la contestation, les gens ne sont pas d'accord, c'est déjà un écueil pour vous, même si vous faites... En fait, c'est pour cela que je lui propose le dialogue. C'est-à-dire que si oui, mais quand il a lancé le recrutement des VDP, ça a été un grand succès. C'est pour cela que j'ai salué ça. Dans ce recrutement, parce que déjà qu'il est devenu chef d'État, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Et les jeux sont... Tout le monde dit ces tests-là. Ils sont arrivés au les gens veulent travailler. Si on avait organisé une élection, tout le monde ne serait pas d'accord. Mais permettez qu'on aille du côté du Sénégal. Si vous permettez le temps, on a mis beaucoup de temps sur le Burkina. Le Sénégal, c'est le président Macky Sall qui a ordonné des mesures d'urgence face à l'immigration irrégulière. Le président donc a demandé mercredi au gouvernement de prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d'urgence afin de neutraliser les départs des migrants à partir du territoire national. C'est dans un communiqué publié par le Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi dernier qu'on peut le lire. L'effort devra associer les ministres de l'Intérieur, des armées, de la jeunesse ou encore de la pêche, selon le communiqué qui fait aussi référence à une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière présentée en juillet dernier par le gouvernement. Dominique Lacmon, le Sénégal aujourd'hui, il faut le dire, fait face à des départs clandestins énormes. Quand Macky Sall demande aujourd'hui de prendre des mesures d'urgence, est-ce que le président vient de se réveiller par rapport à ce phénomène? Mais c'est ce que je voulais dire, mais c'est très tardif parce que quand nous observons tout ce qui se passe avec cette immigration clandestine, avec toutes ces braves dynamiques, cette jeunesse qui quitte l'Afrique pour l'Europe, pour le Qatari, pour l'Europe et autre chose. Et en analysant les choses, on ne comprend même pas de quoi les gens vont pour chercher. Surtout que ces départs-là nécessitent d'énormes... il faut dépenses, des millions. Des millions. Qu'il faut pour se retrouver en Europe, il faut dépenser... Justement, vous avez touché là du doigt quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui partent? J'ai des millions, je ne peux rien en faire en Afrique et je dois aller en Europe forcément? Oui, c'est ce que je voudrais venir par là. C'est parce qu'il n'y a pas de mécanismes qui sont mis en place dans nos différents pays, peut-être surtout, pour faire comprendre à cette jeunesse-là qu'à partir de ce qu'ils ont en main, nécessairement, il faut, et on peut tout réussir en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, quand on sort des universités et autres, nous attendons directement à être recrutés comme fonctionnaires d'État. C'est ce que le système, on peut dire, francophone nous a donné comme héritage. Et aujourd'hui, si quelqu'un traîne avec 4,5 millions dans sa poche, il se dit qu'il est au chômage et il cherche à aller vers l'Europe. Il n'y a pas ce genre de mécanisme-là qui incite la jeunesse à donner la confiance, à investir et à essayer, à prendre des initiatives qui vont dans le sens de l'entrepreneuriat et se prendre en charge. Et on pense que l'Europe serait un Eldorado où on peut tout gagner. Et dans nos pays, on sort des tests, mais l'application pose problème. Véritablement, il faut que tous les pays puissent s'imprégner de cette situation, comme mettre en place ces mécanismes-là et des stratégies pour pouvoir contrer les jeunes. Ce n'est pas que pour les empêcher de partir, mais il faut leur donner confiance, qu'ils sachent que quand je reste au pays avec quelque chose, je peux quand même me prendre en charge une fois sorti des universités. C'est un peu ça. Bon, on peut dire c'est tardif, mais il faut que c'est salutaire et que les applications soient faites. Ça va si mal au Sénégal aujourd'hui que les jeunes veuillent partir coûte que coûte? En réalité, ce n'est pas seulement que c'est parce que ça va mal au Sénégal, mais aussi c'est une solution pour aider aussi les Occidentaux. Parce que les migrants qui vont en Europe aussi créent une charge
aux Européens. Et ça crée aussi un problème là-bas. Mais je pense que le problème, le président parlait, mais tout est vague. Parce qu'il n'a rien dit de concret. Et après, quand ils disent le ministre n'a qu'à... C'est lui le chef de ces ministres. Donc c'est à lui de dire ce qu'il veut que les gens fassent. Et en plus de cela, vous voyez, l'ACMO, vous avez posé la question à l'ACMO, pourquoi les gens peuvent avoir des millions de constructions? C'est très simple. Pourquoi? Quand les jeunes créent les entreprises, quand on forme des jeunes pour créer l'entreprise, on crée l'entreprise et on s'attaque aux jeunes ici, comment dire, encombrement, ici, on casse les baraques, la hôtel, en même temps, tu crées une entreprise, tu n'as même pas commencé à travailler, hôtel va te taxer sur habitation, taxer sur tout, tu paies les choses, au moins tu paies 44 000 sur ça en même temps. Et normalement, la loi dit également que quand tu crées une entreprise, que tu as la KCFE et tu es jeune entrepreneur, tu fais 5 ans sans qu'on te demande carte d'opérateur économique, question fiscale. Mais quand on vous appelle pour le marché, on demande encore que toi qui es jeune entrepreneur, tu vas encore amener cette chose. Ça fait quoi? C'est les grosses entreprises qui prennent. Les gens qui sont rentrés dans l'entrepreneuriat avec des millions, en réalité se retrouvent après endettés. Et donc, tu as vu 10 ou 20 personnes qui sont en Europe et une parmi eux revient avec de gros véhicules qu'il a aussi. C'est normal que parce que c'est ça aussi qu'on n'analyse pas très bien, parce que vous avez 100 qui partent, c'est peut-être 5 qui vont venir réaliser quelque chose. Donc ça suffit déjà pour donner des rêves, penser que l'Europe c'est l'Eldorado. Et les gens, ça donc on n'a qu'à revoir. Tu vois, nous faisons des formations, mais vous allez voir que il y a des gens qui viennent faire les théâtres sur le média que entrepreneur à 0 francs. Mais nous, on a dit on ne peut jamais créer quelque chose à 0 francs. Mais les mêmes personnes qui viennent dire les choses... C'est les mêmes coachs qui ils font les choses. Vous avez lui demander, ils ont fait où? Au lieu qu'on dit la réalité aux gens. Normalement, aujourd'hui, pour créer une entreprise, tu ne peux pas le faire seul. Il faut être au moins 4. Parce que vous avez besoin d'un secrétaire, vous avez besoin de quelqu'un qui va régler le problème contentieux, juriste, vous avez besoin de gestionnaire. Donc, il faut que ces côtés, vous avez tout ça là avant de commencer. Et si vous êtes à 4 et que j'ai donné 250 000, là, 250 000, on a au moins 1 million comme capital, on veut commencer. Donc, ça peut aller. Mais on dit aux gens que toi, ça, il faut faire. Et juste parce qu'on veut que les gens paient des impôts. C'est pas comme ça. Et c'est normal qu'on a ces problèmes. Maintenant, quand nous prenons Macky Sall lui-même, moi, je pense que les Européens sont arrivés à un niveau où la population ne souffre pas comme chez nous en Afrique. Il y a ce qu'on appelle revenu de solidarité active. Par exemple, ici, on peut dire que toute personne qui a un diplôme, que ce soit formation professionnelle, artisanale, ou à l'école, et qui ne travaille pas, peut prendre en bas de 6 000. C'est-à-dire qu'avec ta carte d'identité, tu peux prendre 40 000 par mois. Ça te permet de payer le loyer, construire jusqu'à ce que... Je vous assure, si on fait ça, il y en a qui ne vont plus travailler. Non, c'est ce que je dis. Pourquoi les blancs font les gens? C'est-à-dire que 40 000 francs, quelqu'un après ne va pas travailler. Imagine que quelqu'un a sa licence en comptabilité. Il va se contenter de prendre 40 000 francs par mois et ne pas travailler. Ouais, il y a, en Suisse même, il y a ce programme, mais on vérifie. On vérifie pour que tu aies quelqu'un qui cherche emploi. Je pense même en France. Pour bénéficier. Mais nous, on ne fait rien par rapport à ça. Et la jeunesse, c'est normal. Ouais, c'est 30 000 à 35 000 personnes qui partent, qu'on réquisitionne au niveau de Zikane. Et on dit qu'il y a 2 tiers qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire que 20 000 viennent au moins de l'Afrique noire. Donc, vous voyez que c'est énorme. Germain Soso, comment vous expliquez le phénomène? C'est vrai que nous parlons du Sénégal. Le phénomène n'est pas le même selon qu'on soit dans certaines parties du continent, parce que pour parcourir la distance pour aller en Europe, c'est plus long. Ailleurs, le mécanisme est beaucoup plus simple, mais le phénomène, il est finalement le même. On a une jeunesse qui ne pense qu'à partir. Oui, ça, je vais vous donner quelques éléments et moi me focaliser sur le Sénégal. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, les gens ont dépassé ça. Les gens savent que l'Europe, les États-Unis, ce n'est pas un Eldorado. Les jeunes, ils savent ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, même malgré ça, ils traversent la mer. Ils sont prêts même à mourir. À mourir en mer. Oui, ils savent que là-bas, ce n'est pas forcément la réussite, mais ils le font. Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas forcément... C'est ici. Le problème, c'est ici. Donc, moi, j'ai écouté quand vous dites que les gens, ils ont l'argent. Les gens ne vont pas en Europe, aux États-Unis, parce qu'ils sont forcément pauvres chez eux, ils ne trouvent pas à manger. Comme ils ont donné quelques exemples, les gens partent parce qu'ils ne voient aucun avenir. Ils savent qu'ils ont vu des exemples, ils ont vu la jurisprudence, ils ont vu telle personne est revenue, elle aurait dû rester, elle est venue, elle a initié, on ne l'a pas laissé. Ils ont vu même au sommet des États, des gens, comment les gens confisquent le pouvoir d'État. Il y en a des exemples. Il y a même la Côte d'Ivoire, comment le président ivoirien a donné sa parole, après il est revenu, il a capté le pouvoir.
Le cas du Togo est là, où le président, il est président à vie. Vous savez, il y a beaucoup de... Oui, non. Ce sont des impacts. Il n'est pas président à vie. C'est moi qui la Constitution est limitée à limiter maintenant le nombre de mandats. Attendez que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir pour décompter. On ne va pas lui faire un procès d'intention. Moi, je suis un acteur politique. On ne va pas lui faire un procès d'intention. C'est pour ça que je ne veux pas traîner là-dessus. Sinon, moi, vous êtes des enseignants ici. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous comprenez que les gens meurent dans la mer, tout le monde et les gens continuent? Psychologiquement, il faut expliquer ça. Oui, justement, mais est-ce que ça veut dire que l'Afrique, surtout subsaharienne, est si maudite que ça? Non, c'est pas qu'elle est maudite, mais les jeunes de cette partie de l'Afrique n'ont pas eu la chance d'avoir des dirigeants qui pensent à eux. C'est tout le problème. Parce que si les gens pensaient aux enfants, c'est pour cela qu'on va revenir au Sénégal. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut vraiment penser à ça? Maintenant, moi, je vais vous revenir au Sénégal. C'est pourquoi je ne veux pas traîner. Oui. Vous savez, au Sénégal, ce qui se passe, c'est une action politique pure et simple. Je vais vous rafraîchir un peu. Je sais que je vais vous rappeler les faits. Vous savez, au Sénégal, il y a eu 2 acteurs principaux, politiques principaux, qu'on a écartés du pouvoir à un moment donné. Quand comment il s'appelle, le président sénégalais, comment il s'appelle, Macky Sall, est venu au pouvoir, aussitôt après sa prise de pouvoir, il a écarté 2 acteurs majeurs. Il s'agit de Karim Wade, il s'agit de Khalifa Sall. Maintenant, quand il les a écartés, est apparu sur la scène un autre, qui est un certain Ousmane Sonko. Donc maintenant, pour ne pas être long, comme on n'a pas beaucoup de temps, les 2 acteurs qu'il avait écartés, ils pensaient avoir un boulevard. À un moment donné, un certain Sonko a apparu. Maintenant, il a vu véritablement ce que Sonko est. Mais vous avez vu ce qui arrive actuellement à Sonko. Maintenant, qu'est-ce que le président fait? Il a fait faire un dialogue politique qui est en train de réhabiliter les 2 anciens acteurs. Khalifa Sall et Karim Wade. Karim, les 2 sont en train d'être réhabilités. Or, quand ils avaient été écartés, sachant très bien qu'ils ne peuvent pas être présidentiels, ils s'alignaient derrière le mouvement de Ousmane Sonko. Maintenant que Ousmane Sonko est pris dans la nasse entre les griffes, il fait ramener les anciens acteurs. Maintenant, il lui faut un langage, il lui faut, un alibi politique, de campagne politique. Alors, il n'est pas candidat. Oui, parce qu'il y a un dauphin. Il y a un dauphin, je vais vous expliquer. Il y a aussi beaucoup de peine à se hisser. Oui, c'est pour cela. C'est pour cela. Parce que pourquoi ça donne l'impression de penser maintenant à la jeunesse. Je vous explique. Non, il ne passe pas à la jeunesse. Il pense à son dauphin. Est-ce qu'il donne l'impression de penser à la jeunesse? Il crée des conditions pour que son dauphin passe. Et ça, il faut s'intéresser à la politique pour comprendre ça. Sinon, vous allez voir les superficies. Donc, ce que le président sénégalais est en train de faire, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en ramenant les 2, puisque les 2, c'est des loups politiques. Chacun étant réhabilité, chacun va vouloir être candidat. Ça, vous pouvez être sûr. En voulant être candidat, la force que Ousmane Sonko avait, même s'il est en prison, ce qu'il devait engager, ça va se fissurer. Je vous explique. Ousmane Sonko ne peut que s'apprendre à lui-même aussi. Non, ça c'est. Je vous explique les enjeux. Maintenant, lui, maintenant, il lui faut... il lui faut quelque chose pour faire la campagne. Maintenant, il regarde tellement sur quoi il va faire la campagne aujourd'hui. Sur quoi? Donc, il faut que les aspects de l'immigration soient mis au défense. Quand il dit qu'il met les ministres, tout ça, c'est des sous-poutrages. Mais en fait, c'est que demain, il veut parler de la pour que, en éclatant les autres, demain, c'est tout. Quand il dit, le président dit que qu'on prend des mesures, c'est-à-dire des mesures qui permettent, des mesures sécuritaires, économiques, financières, sociales d'urgence. Le thème urgence, ça a un gros sens pour les politiques, mais dans le fond, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, des mesures sécuritaires? Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui pour que cette jeunesse reste? Je pense, s'il dit qu'il veut prendre des mesures, je pense, réellement, ça donne, le ton donne, ça sent bon à écouter. Mais c'est dans ça, sûrement que le président, quand il dit les mesures sécuritaires ou dirigeants sociaux, sûrement il y aura des projets qu'il va mettre pour pouvoir convaincre la jeunesse à quitter. Pourquoi? Il faut chercher à diagnostiquer, faire un diagnostic, comprendre pourquoi cette jeunesse quitte. Autant comme ça, prendre des risques, parfois, avec tout ce qu'on est en train de montrer un peu partout, où d'autres même n'arrivent pas, d'autres restent en cours de route parce qu'ils perdent leur vie. Mais chaque jour, d'autres se préparent à aller de l'autre côté, alors qu'on sait très bien que là-bas aussi, ce n'est pas aussi rose. Maintenant, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse un diagnostic pour comprendre
qu'est-ce qui réellement leur véritable objectif et les causes qui leur poussent à quitter l'Afrique. Là, peut-être, c'est ça, essayer maintenant de prendre des mesures pour atténuer, peut-être, essayer de prendre certaines mesures à les gens pour faciliter la création d'entreprises, la création d'emplois. Il faut créer des emplois pour la jeunesse. Tout le monde va travailler. Si est-ce que ça ne rejoint pas ce que disait Germain Sossou quand Macky Sall est sur le départ en février, il va quitter. Quand il dit ça aujourd'hui, il balise le terrain pour son dauphin. Ça, c'est l'aspect politique de la chose. Moi, je suis dans l'analyse. Est-ce qu'on peut ne pas regarder cet aspect-là? Mais c'est normal en politique. Parce qu'il va finir 12 ans. Oui. Et si c'est aujourd'hui que Macky Sall sort cela... Voilà, mais c'est pourquoi j'ai dit, lui va voir ça sous l'angle politique. Et en politique, il faut saisir des occasions pour se faire... Oui, en fait, il ne propose rien à la jeunesse. Oui, mais je sais qu'il ne propose... Il y a l'aspect politique où il veut vraiment qu'on sache que, oui, il est en train de penser à autre chose. Mais moi, je veux lui voir dans le concret. Moi, je souhaite que c'est ce qu'il est en train de dire, que ça se concrétise, parce que moi, c'est le départ de ces braves Africains au-delà des océans. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Cette jeunesse qui meurt en océan n'est pas une bonne chose. Si aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il prend des mesures, il faut qu'on le suive à l'acte et qu'on sache de quoi il est. Il ne faut pas que... Et souvent, c'est ça, quand tu parles d'aspect politique, il ne faut pas qu'on attende des campagnes électorales ou des périodes électorales pour essayer de faire sortir des choses, pour faire croire qu'on est avec la jeunesse. La question de l'immigration au niveau du Sénégal, c'est quand même une question politique majeure, parce que dans toutes les élections, ça revient. C'était une question qui s'était déjà invitée lors des différentes campagnes auxquelles Macky Sall a participé, que ce soit à la fin de son mandat, aujourd'hui qu'il dit on prend des mesures d'urgence. Il a trouvé quoi? Un bâton il y a une fée là, un bâton de la fée Clochette pour régler le problème. Arrêtez, même s'il veut faire d'une question sociale une opportunité politique, moi je ne suis pas contre. Je donne raison à Sossou, parce que c'est un politique et que c'est ce qu'ils font souvent. Sans oublier que quand je parle... je suis un socialiste. Quand je parle politique, c'est politique. Que tu sois socialiste ou pas, c'est politique. Quand je parle des affres de la jeunesse, étant maire, lui aussi, il en fait partie. C'est eux qui demandent qu'on a qu'à aller prendre des taxes et qu'on sort là. Donc, je dis que moi, je prends chaque département, ce qu'il a dit, il peut faire de grands choses. Quand nous prenons l'aspect sécuritaire, il peut ne serait que organiser le recrutement de la marine par rapport à ces choses. Et les jeunes qu'on recrute aussi, c'est de l'emploi. Et au même moment, renforcer cela en achetant de nouveaux bateaux et consorts pour sécuriser, dissuader les gens de partir. Maintenant, sur le plan financier, ils peuvent octroyer des prêts à taux réduit ou à taux gratuit aux gens. Ou quand vous voulez, maintenant, quand vous ne partez pas, vous pouvez avoir tel million pour entreprendre. On a un continent sur lequel le service de la dette vous coûte plus cher que la dette. C'est ça, même tout ça. Et voilà. Même sur le plan économique, on peut même faire des allègements fiscaux. Tous ceux qui entreprendront au Sénégal, maintenant ne paieront pas jusqu'à tel. Vous avez 4 ou 3 ans, on peut faire ça de ces mois, c'est des... Donc il y a ce que vous dites, c'est qu'il y a des mesures qu'il peut prendre. Vous voyez, il y a des têtes au Sénégal, ce que le président dit, on peut lui mettre des pressions politiques pour qu'il les réalise. Imagine que dans les 3 prochains mois, si Macky Sall met un programme, un mécanisme en place qui permet que les jeunes restent dans le pays. Permet de phagocyter les jeunes. Non, vous ne comprenez pas. Non. Si vous êtes un bon politicien, votre adversaire peut faire sa campagne, mais quand vous êtes fort, vous pouvez dissuader les jeunes de vous suivre, peu importe ce qu'on a donné. Mais moi, j'ai été dans le bureau de vote où on a donné poulet comment les appelle, ceux qui étaient dans le bureau de vote là, les délégués des partis. Mais pour qu'ils puissent voter, mais quand vous voulez voter, les délégués l'ont voté sur lequel ils veulent voter. Messieurs, permettez que je rende l'antenne maintenant. On va marquer la pause pour le journal et nous serons de retour pour la deuxième partie. Ça va aller un peu plus vite.